Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? Jean-Pierre Justeau, nous venons d'entendre une strophe du Bateau ivre, et le Bateau ivre va être le thème de notre émission d'aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi spécialement dans ce poème qui est assez long, cette strophe qui est vers la fin? Eh bien, sans doute à cause de l'expression au final de la strophe « future vigueur », deux mots importants dans la poésie de Rimbaud, la quête de la vigueur et la vigueur à retrouver. La strophe dit plus, c'est le bateau qui est arrivé dans les océans qu'il a parcourus, il a vu des archipels sidéraux et il demande si c'est là que se trouve, dans la nuit de cette navigation, si c'est là que se trouve la future vigueur qui sera celle de la création poétique. C'est là un thème central, je crois, justement, du poème « Le Bateau ivre », qui se présente comme un poème de quête dans un milieu qui est un milieu marin, mais milieu qui, on le voit à travers cette strophe, est aussi un milieu ouranien. Le bateau est une île, et le milieu traversé est le ciel tout autant que les flots. Ouranien étant l'adjectif correspondant à ciel. Alors Jean-Pierre Justeau, vous avez écrit une thèse, un volumineux ouvrage qui s'appelle Rimbaud créateur, paru aux Presses universitaires de France. Vous êtes professeur à l'université de Valenciennes. Et justement, le centre de votre thèse, c'est l'étude de l'image chez Rimbaud, de l'imagination et de l'imagination créatrice. Et encore une fois, le titre de la thèse, c'est Rimbaud créateur. Alors ça va être le fil conducteur qui va nous mener au cours de ces lectures des poèmes de Rimbaud. Nous allons lire aujourd'hui Le Bateau ivre et une fois prochaine, nous lirons Les Illuminations. Image, illumination, qu'est-ce que c'est à vos yeux? La nature de l'image chez Rimbaud est essentiellement un appel de mots. Les mots s'appellent les uns les autres pour donner une séquence comme dans Barbare par exemple, le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques. Et il faut essayer de comprendre ces formules magiques, ces formules incantatoires, et le rôle bien sûr de la critique est de refuser le terme de magie et d'essayer de voir dans cette ce que met en jeu justement cette magie, afin d'éviter une critique de l'indicible.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le critique soit lui-même poète. Je ne pense pas. Bon, eh bien écoutez, le poète Rimbaud a lui-même fait sa propre critique d'avance dans des lettres qu'on appelle les lettres du voyant, dans lesquelles il définit lui-même son propre projet et sa propre poétique. Donc le plus simple serait de commencer par ces lettres pour savoir quel fut le projet de Rimbaud lui-même. Mais auparavant, voulez-vous nous rappeler qui fut Rimbaud et, en quelques mots, sa vie et toute son œuvre se situe à l'intérieur de 3 années, je crois. Eh bien, la vie de Rimbaud est en grande partie responsable des mythes nombreux sur le poète et qui ont fait en grande partie sa célébrité, peut-être même plus que sa poésie. Cette vie est en effet fascinante. Rimbaud forme le projet d'écrire dès la première adolescence. Toute sa production s'étend entre les années 70 et 74. Et ensuite, il y a les voyages fascinants en Éthiopie, pour finir, n'est-ce pas, par l'Éthiopie. En ce qui concerne la production littéraire de Rimbaud, puisque c'est cela qui nous intéresse essentiellement dans cette émission, eh bien, nous avons une série de poèmes qui furent recueillis par Rimbaud pour un de ses amis, un poète de Douai qui s'appelait Demény. Lui-même était de Charleville, il était né en 1854. C'est cela. Et ce premier recueil regroupe les poèmes de l'année 1870. Rimbaud lui-même demanda à son ami Demény de supprimer ce recueil en 1871. Fort heureusement, son ami ne le fit pas, et c'est pourquoi nous les possédons encore. Il y a ensuite la production de 1871, contemporaine des événements de la Commune, puis ce qu'on appelle les derniers poèmes, en 1872, les derniers poèmes versifiés, en 1872, un texte bien daté, Une saison en enfer, de 1873, et Les Illuminations. Ce recueil des Illuminations, dont la chronologie est contestée, il est probable qu'une partie de ces poèmes fut composée avant La saison en enfer, et il est sans doute possible qu'un certain nombre soit postérieur à ce dernier ouvrage. Et après, plus rien ? Après, plus rien. Une correspondance au sien. Mais s'il est né en 1854 et qu'il a fait toute sa production entre 1870 et 1874, ça fait donc un poète de 16 ans ou de 15 ans à 20 ans. C'est cela. Et ensuite, sa vie s'arrête ? Je ne pense pas que sa vie s'arrête. Et le pari que je fais justement dans mon travail sur Rimbaud est le pari d'une fidélité. Le pari d'une fidélité, ce n'est pas en effet dans une province quiète de France que Rimbaud va se retirer ensuite après avoir écrit, mais on le voit partir explorateur au Harare, préoccupé de géographie, d'économie. C'est lui qui a repéré ce que sera ensuite le tracé du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Donc nous avons là un explorateur, et un explorateur du vécu, après l'homme de la poésie, mais qui fut elle aussi une poésie ancrée sur le vécu. Mais il n'a plus rien écrit, comme si il était allé trop loin, en quelque sorte, entre 16 ans et 20 ans, et qu'après il avait craint de régresser. Je pense qu'il y a en effet dans la poésie de Rimbaud une expérience de limite, comme pourrait le dire Philippe Solers, et qu'après cette limite, ou cette limite passée, il n'y a plus que le silence. Et quand est-ce qu'il est mort ? En 1891. Cette poésie, cette œuvre est très foisonnante et nous n'avons pas la prétention en une ou deux émissions de l'épuiser. Nous voulons simplement la parcourir avec un fil conducteur qui est cette thématique de l'image et de l'image créatrice, avec tout ce que ça annonce peut-être et avec tout ce que cela comporte de tranchant par rapport à la vie non poétique. Et pour nous conduire, nous avons donc ces lettres de 1871. Donc Rimbaud a 17 ans. Il a déjà écrit, je suppose, beaucoup de poèmes. Et dites-nous ce que contiennent ces lettres. Eh bien oui, en effet, nous avons 2 lettres de Rimbaud, contemporaines du moment fort de la Commune, mai 1871. La première du 13 mai adressée à son professeur, un professeur pour lequel il avait beaucoup de sympathie, un professeur libéral. Et la seconde, la plus importante, celle même qu'on appelle la lettre du voyant, du 15 mai à son ami, donc, Demény. Ce qui est intéressant dans la première lettre, c'est que l'on voit comment Rimbaud se définit en tant que
poète. Quelle est sa définition du poète au moment de la Commune? Il dit en effet « Je me dois à la société, c'est juste », à son professeur. Mais, pour l'instant, il est en grève. Travailler maintenant, jamais, jamais, je suis en grève. Nous sommes donc dans une période de contestation radicale, de refus du passé, et Rimbaud sent la nécessité d'une nouvelle poétique qui sera la poétique des temps nouveaux, qui sera la poétique de la Renaissance annoncée par la Commune. Rimbaud porte toutes ses sympathies sur le mouvement et est profondément marqué par tous les socialismes utopiques de la fin du XXe siècle. Rimbaud est en grève en ce sens qu'il met fin à ses études. Rimbaud est en grève en ce sens qu'il ne se donne aucun projet pour l'ancienne société qui est en train de mourir. Rimbaud est en grève parce qu'il attend la nouvelle société et qu'il entend bien se situer dans cette nouvelle société. Or, ce qu'il y a d'intéressant dans ces lettres du Vaillant, et c'est là que véritablement Rimbaud prend conscience de son destin poétique, c'est qu'il s'engage pour l'avenir en tant que poète. Il se reconnaît comme poète, et c'est en tant que poète de l'époque nouvelle qu'il se propose, qu'il se définit. Pour le moment, c'est la grève, pour le moment, c'est l'encrapulement, comme il dit immédiatement ensuite dans la lettre. Parce que c'était un terme que les Versaillais devaient employer à propos des communards. Bien entendu. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Je travaille à me rendre voyant, c'est donc le grand mot qui est lâché. Rimbaud sera le créateur des images, mais en tant que les images sont vues, et en tant que la voyance ici, ou la vue, n'est pas la vue naturelle ou ordinaire, mais la vue de ce que les autres ne voient pas. Enfin, j'imagine. C'est la vue de l'inconnu, du nouveau. Oui. Pour Rimbaud, l'ancienne société, ses normes, la rhétorique, sont autant de voiles opaques jetés sur le réel. Et la voyance, c'est justement lever ces voiles, c'est rendre de nouveau à l'homme le réel, avec R majuscule, que le mensonge, l'hypocrisie, la violence de l'ancienne société ont détruit, ont masqué. Et nous avons un texte en vers, de 1871 également, intitulé « Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs », que Rimbaud a envoyé à Théodore de Banville, et où nous avons, en quelque sorte, la lettre du voyant mise en vers et adressée à un poète reconnu de l'époque, et où le projet de Rimbaud est précisé. Et l'on voit justement la relation que Rimbaud établit entre la poésie et la science. Rimbaud est confiant en l'idée de progrès, et en cela il est un homme du XIXe siècle, un homme de son temps. Mais le parcours de la science lui paraît un parcours extrêmement lent, et il entend, par la poésie, court-circuiter justement ce parcours lent de la science et arriver au dévoilement immédiat qui sera transmis à l'humanité dans une sorte de profération prophétique. Et Rimbaud se reconnaît comme le prophète des temps nouveaux, celui qui déjà donnera à jouir dans son texte ce que la science ne manquera pas de faire découvrir progressivement à l'humanité en peine. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleues et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts,
où flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, où teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que vos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je est un autre sera repris dans la seconde lettre. Seconde lettre où s'exprime l'ensemble du projet poétique de Rimbaud en mai 1871. De quoi s'agit-il dans cette seconde lettre? D'une part, de rejeter tout ce qui s'est fait auparavant, avec un salut cependant à la Grèce. Et si la Grèce est saluée, c'est que la poésie grecque est reconnue par Rimbaud comme une poésie qui rythme l'action, donc préoccupation de concret, préoccupation du projet social, n'est-ce pas, du poète. Et entre la Grèce et l'époque contemporaine, Rimbaud ne salue guère que Baudelaire, le premier des voyants, un vrai Dieu, dit-il, encore que Rimbaud critique la forme du poète des paradis artificiels en la trouvant mesquine. Ce que Rimbaud reproche aux romantiques, c'est une intelligence borgnesse. Une intelligence borgnesse, ce sont des borgnes. Ils osent se proclamer les auteurs de leurs textes, alors qu'ils ne font que réciter, en quelque sorte, ce qui est déjà en cours dans le langage courant de la société. Or, ce que se propose Rimbaud, et justement, on comprend ici un second point très important dans cette lettre du voyant, le dérèglement de tous les sens, que se propose Rimbaud, c'est de faire éclater ce jeu normatif. Ce qu'il se propose donc, c'est, en agissant sur son corps, en agissant sur l'ensemble de ses organes sensitifs, c'est donc de parvenir à une nouvelle perception du monde, à un nouvel accord de l'individu avec le monde, accord qui est miné, accord qui est détruit par justement l'habitude, le social, le culturel. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leurs progrès intellectuels. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des comprachicos. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Qu'est-ce que les comprachicos? Les comprachicos, eh bien, ce sont des voleurs d'enfants qui les mutilent pour les montrer dans les foires. Donc, il s'agit de faire l'âme monstrueuse, par différence avec les poètes de l'idéal, enfin les poètes oui. trop beaux et cela. Trop emplis d'eux-mêmes, de leur propre personne. C'est cela. Écoutons la suite. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Nous retrouvons la formule de la lettre précédente. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Voyez donc le terme de savant apparaître avec ce S majuscule. Suprême savant, nous avons là à la fois le thème de la science et du dépassement de la science par la voyance. Ceci étant dit, quand on lit Rimbaud, on a du mal à y trouver la raison et disons la mesure. Eh bien, il faut ici citer deux illuminations, à une raison et génie. Il y a une nouvelle raison que découvre Rimbaud, et cette raison est liée à l'amour avec un grand A et au savoir avec un grand S, par opposition à notre raison borgnesse, et il y a une mesure, une harmonie, la nouvelle mesure, la nouvelle harmonie que Rimbaud salue dans Génie. On lit dans À une raison, un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour.
ta tête se retourne, le nouvel amour, je passe, arrivé de toujours, qui t'en ira partout, car cette raison est immanente. Et dans Génie, il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité, machine aimée, des qualités fatales. Autrement dit, les qualités qui, auparavant, étaient attribuées à l'imagination, la folle du logis, la merveille, l'imprévu, sont les qualités de la nouvelle raison. Mais enfin, dans la lettre que nous sommes en train de lire, il dit bien, car c'est le poète, il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme déjà riche plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Alors c'est quand même l'idée d'une rupture. Bien sûr. Enfin, oui. il y a un nouvel ordre, une nouvelle raison, mais au-delà d'une rupture. Et cette rupture est la poésie même. On ne peut pas en faire l'économie. Bien sûr. Et Rimbaud, dans son existence, justement dans son vécu, n'en fait pas l'économie. Il est allé aux frontières de la folie, dit-il lui-même dans Une saison en enfer. Enfin, dans cette deuxième lettre du voyant, Jean-Pierre Jousteau, nous avons ces phrases très, très importantes de Rimbaud sur la langue de la poésie, qui est la langue de l'âme pour l'âme. Donc, le poète est vraiment voleur de feu, il est chargé de l'humanité, des animaux même, il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme, si c'est informe, il donne de l'informe. Alors le prophète, ou le voyant, ou le visionnaire, est quand même parti là-bas, dans ce qu'il faut bien appeler un autre monde. Dans les archipels sidéraux. C'est ça. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il rapporte ? Il rapporte un message de joie. Il rapporte un message de fête. Et c'est l'aventure auquel nous convient les Illuminations. Mais déjà, dans le bateau ivre, il y a une fête de l'image, une fête du verbe. Et c'est peut-être la première chose que Rimbaud ait rapportée de là-bas. Le plus souvent, d'ailleurs, Rimbaud rapportera de la forme. La forme sera très rare dans cette production, malgré les apparences. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme, absorbé par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez, toujours plein du nombre et de l'harmonie, ces poèmes seront faits pour rester. Métaphysique ou matérialisme, ce sont deux choses incompatibles. Peut-être que nous sommes ici victimes des termes, aussi bien du terme de matérialisme que du terme de métaphysique. Ce qui est derrière ce texte, c'est une révolte, c'est un refus, c'est une contestation radicale de toutes les anciennes valeurs. L'essentiel, c'est la vraie vie. C'est l'exigence d'amour chez Rimbaud, avec A majuscule. Parez-vous, dansez, riez, écrit-il dans une Illumination phrase. Je ne jetterai jamais l'amour, avec A majuscule, par la fenêtre. N'en disons pas plus, Jean-Pierre Jousteau, sur le projet de Rimbaud, et voyons-le à l'œuvre, et au sens fort du terme, à l'œuvre, dans Le bateau ivre, ce poème ultra célèbre, mais qui, après avoir été aussi lu qu'il l'a été, recèle encore énormément de secrets. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de l'entendre ? Enfin, il a été écrit à une date précise ? Il a été écrit durant l'été 1871, c'est-à-dire après l'écrasement de la Commune. Et quand on dit Rimbaud, on dit immédiatement le bateau ivre, c'est le chef-d'œuvre, alors que peut-être le véritable chef-d'œuvre de Rimbaud, c'est le recueil Illumination. Mais on peut comprendre très bien pourquoi le bateau ivre tient cette place éminente. C'est en effet un texte dans lequel le lecteur se trouve assez facilement à l'aise, ce qui n'est pas le cas dans les Illuminations.
Oui, donc pour en revenir à sa date de composition, il suit donc l'écrasement de la Commune et on peut être surpris, au premier abord, par ce texte très subjectif, chez ce poète qui se proclamait matérialiste, chez ce poète des temps nouveaux, chez ce poète qui disait que la poésie devait se situer en avant de l'action. Sans doute ce paradoxe n'est-il d'ailleurs qu'apparent. Dans le bateau ivre, que fait Rimbaud en effet si ce n'est descendre dans les profondeurs, dans ses profondeurs. Descendre dans ses profondeurs, c'était ce que réclamait Rimbaud dans la lettre du voyant comme condition même pour naître la poésie. Écoutons-le intégralement, c'est un long poème, j'en préviens les auditeurs, dans un enregistrement fait par Gérard Philippe il y a donc très longtemps, et c'est un très bel enregistrement. Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleues et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts, où flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, où teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que vos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drame très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes, et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareil aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais, énormes nasses, où pourrit dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient des punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants,
Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyr lassé d'épaules et des aunes, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme, à genoux, presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. Et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir. À reculons. Or, moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des Hanses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait taché de lunules électriques, planches folles, escortées des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des behémoths et des maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche, un bateau frêle, comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Que raconte ce poème, Jean-Pierre Jousteau, et raconte-t-il quelque chose? Je crois que ce poème ne raconte, au sens narratif, rien. Ce qu'il transmet, c'est une expérience. Une expérience avec un grand moment euphorique, qui fait l'essentiel du texte, et une chute finale. On passe des clapotements furieux des marées à la flash, autre mot pour flaque, à la flash noire et froide finale. C'est donc un drame d'un individu que nous convie le bateau ivre. Il y a en effet un itinéraire dans le bateau ivre qui nous arrache aux fleuves impassibles, nous jette dans l'océan mugissant pour nous conduire enfin à la flash noire. Alors revenons, strophe après strophe, sur ce voyage.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Ce qui frappe d'abord Jean-Pierre Jousteau dans cette poésie, c'est que, alors même qu'on n'en comprend pas très bien le sens, elle paraît quand même magnifique. Comment expliquer ça? Eh bien, je crois que cela tient à l'entrecroisement de deux sources d'images. D'une part, des images très personnelles de Rimbaud, et par ailleurs, toute une mise en scène, tout un coloriage voulu, et qui renvoie à ce que Rimbaud signalait lui-même comme ayant été une de ses grandes inspirations dans ses premiers textes, les petits livres de l'enfance. Les petits livres de l'enfance, les peaux rouges, avec les poteaux de couleur, voilà, une histoire d'Indien. Et nous avons là, donc, une mise en scène parnassienne, violemment colorée, pour plaire au cénacle parisien de 1871. Mais simultanément, il n'y a pas que cela. Il y a aussi, donc, toute une thématique personnelle, et c'est sans doute pour cela que ce texte nous parle et nous attire. C'est-à-dire qu'il y a un grand arbitraire des images. Enfin, il dit que les fleuves sont impassibles, il pourrait dire qu'ils sont calmes ou je ne sais pas quoi. Mais l'arbitraire ne va jamais jusqu'à l'éclatement total où on ne comprendrait plus rien. C'est cela. Il y a quand même un sens qui passe. C'est cela. Et c'est sans doute pourquoi Le bateau ivre est un des textes les plus lus de Rimbaud. Car il demeure lisible. Il y a eu tout un travail tendant à démontrer l'illisibilité de Rimbaud. Le bateau ivre reste un texte lisible. Alors voyons quand même le sens littéral, puisqu'il y en a un. Enfin, c'est donc un bateau qui parle et qui naviguait, qui descendait des fleuves impassibles. Qu'est-ce que c'est les fleuves impassibles? Alors les fleuves impassibles, c'est justement le type d'expression qu'il convient d'interroger pour essayer d'approcher la thématique de Rimbaud. Le fleuve impassible s'oppose, c'est évident, à l'océan déchaîné que nous aurons ensuite. Or, il y a plusieurs fleuves impassibles dans l'œuvre de Rimbaud. Et il y en a un qui apparaît dans un texte lui aussi fort célèbre de Rimbaud, Ophélie. Ophélie est une noyée. Cette noyée se trouve dans une rivière. La rivière est immobile, le décor est nocturne, et c'est donc le premier fleuve impassible dans le texte de Rimbaud. Or, il faut s'arracher à ce fleuve impassible pour arriver à la vision. C'est un état particulier de l'eau dans l'imaginaire rimbaldien. Enfin, c'est pas seulement l'eau, c'est le fleuve. Par opposition à la mer. Le fleuve, c'est une ligne, et la mer, c'est une étendue. Quasi indifférenciée. Oui, il y a encore des bornes dans le fleuve, bien sûr. Enfin, ça me fait penser à une image physiologique, le conduit qui va des ovaires à l'utérus, enfin, l'œuf descend aussi le long des trompes. Oui. Ah bien, alors vous verriez une sorte d'image de naissance à travers cet arrachement au canal. Oui, bien sûr, bien entendu. Mais ce que je voulais signaler, c'est que le fleuve est important dans l'œuvre de Rimbaud. Il y a le fleuve, la rivière dans laquelle se trouve Ophélie. Il y a la rivière qui sera interrogée dans le poème Mémoire, autre poème en vers de 1872. Et il y a une autre rivière aussi dans les Illuminations, dans l'illumination Mouvement. Le fleuve en question étant à ce moment-là un véritable océan, mugissant d'eau claire. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Eh bien voilà donc la rupture des liens, la rupture des chaînes. Cela peut se lire symboliquement comme la rupture avec l'ancienne culture et la nouvelle naissance à la barbarie. La barbarie, chez Rimbaud, est positive. La barbarie, c'est le monde de la force, du réel, avec ce R majuscule, et non pas le petit monde policé des pelouses mesquines qu'il dénonçait, par exemple, dans un poème de 1870, à la musique. Il n'est pas seulement libéré des haleurs,
il est libéré aussi de son chargement et de sa fonction, finalement, parce que dans les fleuves, il était un simple navire portant des blés flamands ou des cotons anglais. Oui. Il y a beaucoup de poésie dans les blés flamands et les cotons anglais. Mais il y a une poésie du commerce chez Rimbaud. Et elle est exprimée dans ce texte, Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, envoyé à Théodore de Banville en 71. Il y a dans l'activité humaine un salut constant. Rimbaud salue toujours l'activité humaine, car cette activité humaine est promesse pour lui de métamorphose, quoi qu'il en soit. Quels que soient les errements historiques, il y a promesse de métamorphose. Vous voyez encore de la poésie sociale dans Porteur de blé flamand ou de cotons anglais? Poésie sociale, entre guillemets. Poésie qui veut s'inscrire dans le devenir humain, qui veut rendre compte du devenir humain. Et non pas poésie subjective horriblement fadasse, comme Rimbaud la disait dans sa lettre du voyant en s'adressant à son professeur. Donc les fleuves le laissent descendre où il voulait, c'est donc qu'il a une volonté, mais une volonté mystérieuse à ses propres yeux encore, vraisemblablement. Dans les clapotements furieux des marées, moi l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules démarrées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. Alors là, c'est déjà une dimension supplémentaire ici. Oui, il y a un autre élément de l'imagerie rimbaldienne qui apparaît ici et qui est également très, très important, c'est la liaison entre la terre et la mer. Qu'est-ce que le bateau? C'est une péninsule démarrée, c'est un morceau de terre arraché et jeté, n'est-ce pas, au flot. Or, la confusion entre le domaine de la terre et le domaine de la mer est une confusion prégnante dans l'œuvre de Rimbaud et illustrée dans d'autres textes également, et notamment dans l'Illumination marine. Terre et mer, non plus à être divisés, à être scindés, terre et mer sont un seul et même élément promis à une métamorphose lumineuse. Et c'est là un élément essentiel de la dynamique de l'imaginaire rimbaldien, cette ouranisation de l'univers tout entier, ce passage à la lumière de l'univers tout entier. Et entre autres, et comme stade caractéristique, il y a les éléments terre et mer, toujours intimement mêlés et confondus dans son œuvre. Ouranos étant encore une fois le dieu grec du ciel, ou le nom grec du ciel. Quelle façon curieuse de s'exprimer, les péninsules démarrées, c'est pas l'usage normal du terme démarré. Dans l'Illumination enfance, on lit « Je serai bien l'enfant abandonné sur la jetée, parti à la haute mer. » C'est la jetée qui est partie à la haute mer. Ah oui, il n'est pas au bout de la jetée en train de plonger à l'eau, mais c'est la jetée tout entière qui s'envole. Exactement. D'où la péninsule démarrée, les péninsules démarrées que nous avons dans le bateau ivre. Et que penser de cela? Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Eh bien, c'est là l'image de l'enfant chez Rimbaud qui est aussi constante dans son œuvre. L'enfant sourd à la mer qui présente le livre du devoir, l'enfant hypocrite car il ne peut pas s'exprimer, l'enfant qui s'enferme dans sa chambre pour rêver de son voyage. Baudelaire a écrit un magnifique poème de même longueur à peu près que le bateau ivre qui s'appelle Le Voyage, pour dire que le voyage dont rêvent les enfants justement à la clarté des lampes finit par se révéler décevant. C'est pas le cas de Rimbaud. Le voyage sera décevant. À la fin du bateau ivre, il y a le regret de l'Europe et le retour à la flèche noire. Mais chez Baudelaire, ce voyage, je crois que c'est pas inutile de faire le parallèle, ce voyage sera décevant donc sur la planète Terre, mais par le fait même, il ouvrira la perspective d'un autre voyage au-delà des portes de la mort. Pas chez Rimbaud. Pas chez Rimbaud. Et je crois que c'est là la grande modification que Rimbaud introduit à la théorie des correspondances de Baudelaire. Chez Baudelaire, la correspondance conduit à la transcendance. Chez Rimbaud, la correspondance conduit à saisir l'unité matérielle du monde et sensorielle du monde. On ne quitte pas le ici et le maintenant chez Rimbaud. Jamais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules démarrées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots,
qu'on appelle rouleur éternel de victimes, dix nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Les falots sont les lampadaires sur les quais. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Cette strophe est intéressante car il y a le thème de la purification qui apparaît ici. Des taches de vin bleu et des vomissures me lava. Il s'agit de se purifier du monde ancien. Et il y a un autre texte de 1871 de Rimbaud qui s'intitule Le cœur volé, où il est question justement du cœur souillé, et à ce point souillé qu'il se demande s'il pourra encore parler. Or, dans le bateau ivre, il y a donc un cérémonial de purification conduisant à la parole, à la nouvelle parole. Vous voyez aussi l'archétype de la naissance, car quand l'enfant naît, oui. Il faut le laver, il est couvert pas de vomissures, mais de sang. Oui. Et plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, c'est un de ces vers célèbres que tout le monde a entendu. L'eau verte pénétra ma coque de sapin. Ça veut dire que lui, bateau ivre, il n'est pas encore ivre là. Il s'enivre. Il est en train de s'enivrer sérieusement. il va boire l'eau de la mer comme avec la même volupté charnelle que les enfants croquent la chair des pommes sûres. Les pommes sûres, c'est quoi? C'est... Les pommes acides, les pommes qui ne sont pas mûres, justement. Ouais, pourquoi sûres? Sûres. Une pomme sûre, c'est acide, hein, c'est pas l'adjectif sûr. C'est un autre mot que l'adjectif sûr de certitude. Ah oui, bien sûr. Bon, alors, oui, mais... Il y a une faute hein, dans l'édition. Ils mettent un accent circonflexe sur sûr. Ah, il n'en faut pas. Il n'en faut pas, non. Donc c'est pas le même mot. Mais les pommes acides sont pas douces. Enfin, si, elles sont douces aux enfants. Elles sont douces aux enfants. La nourriture, et nous avons des poèmes de 1872 où on nous parle du menu de la voyance. Le menu de la voyance, ce n'est pas du tout les laitues, la salade. Le menu de la voyance, ce sont les pierres, le fer, l'air. Tout ce qu'il y a tout ce qui est reconnu comme négatif dans l'ancienne culture devient positif dans la nouvelle culture. Oui, de la même manière, l'eau salée de la mer ne paraît pas douce à tout le monde. Bien sûr. Mais bien sûr. au bateau ivre qui est comme un enfant. C'est l'eau de la vigueur connue en cet instant et qui, dans le cours même du texte, sera ensuite interrogée. La future vigueur. Voilà, les tempêtes et les difficultés de la vie ne sont douces qu'aux êtres forts. C'est cela, oui. Un dernier mot sur cette strophe, Jean-Pierre Justeau. L'océan va laver le bateau ivre, dispersant gouvernail et grappin. C'est une libération. Libération totale. La direction n'est plus du tout celle donnée par le gouvernail, c'est le selon radical, loin des suffrages et des communs élans, écrit-il dans le poème Éternité, tu voles selon. Indétermination radicale, et ce sont là les zones de la nouvelle vie. Et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et latescents, dévorant les azurs verts, où flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend. C'est une strophe essentielle dans la thématique rimbaldienne. Avant d'en aborder la thématique, on peut peut-être remarquer ce qu'on n'a pas encore remarqué depuis le début, mais qui s'impose spécialement ici, c'est le rythme, cette façon de traiter l'alexandrin et la strophe. Oui, il y a une grande libération par rapport à l'alexandrin, coupé traditionnellement à l'hémistiche, et au respect des 12 syllabes, n'est-ce pas, du vers. Les enjambements sont nombreux, les coupes sont multiples. Ce n'est pas d'ailleurs une innovation de Rimbaud. Victor Hugo, précédemment, avait déjà bien assoupli, n'est-ce pas, la strophe d'Alexandre. Oui, mais le rythme traditionnel ou étroit, disons, oui, de la strophe et de l'alexandrin n'est pas ici brisé de façon entièrement anarchique. C'est un balancement et un balancement marin. Enfin. C'est cela. C'est un poème très travaillé avec des préoccupations artisanales très fortes. C'est ça, nous voyons l'artisan Rimbaud en train de ciseler. De ciseler la strophe. Alors, vous disiez que c'était une strophe importante à cause du thème. Oui. En effet, on a souvent dit que le bateau ivre était aussi bien un avion. Or, effectivement, nous avons ici un bateau qui dévore les azurs verts, et nous avons une mer qui est en train de boire le ciel
le poème de la mer infusée d'astres et lactescent. Le milieu du bateau ivre n'est donc pas un milieu purement marin, c'est un milieu qui mêle les zones du ciel avec les zones marines, et on a vu déjà tout à l'heure que la terre elle-même était conviée à cette métamorphose. Le poème de la mer, ça peut vouloir dire aussi bien que la mer est un poème, oui, ou que le poème est une mer. Bien sûr. Oui, mais ça revient pas au même. Ça ne revient pas au même. Dans une critique moderne, on dirait que le texte se désigne lui-même ici. Le poème de la mer, voici la mer mise en scène en tant que texte, en tant que poème, bien sûr. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que le voyage qu'a fait Rimbaud, il l'a fait précisément, non pas en prenant un bateau et en partant, ça il ne le fera que plus tard, justement, oui, mais il l'a fait en écrivant sa poésie. C'est cela. Et dans la thématique également, ce qui est intéressant à noter ici, c'est l'apparition des noyés, où flottaison blême et ravie, un noyé pensif, parfois descend. Un noyé pensif parce qu'on suppose qu'il a les yeux grands ouverts. C'est cela. Et on rejoint ici Ophélie. On retrouve ici Ophélie. La mer est un milieu dangereux. La mer est un milieu où l'on peut se noyer. Il y a une mer nourricière, positive, exaltante chez Rimbaud. C'est lorsque la mer boit le ciel, justement. Et il y a une eau, en revanche, qui est une eau tragique, l'eau noire, l'eau de la noyade, de l'ensevelissement. On la retrouvera dans le poème Mémoire. Mais ce bateau qui boit l'eau de la mer comme un enfant mange une pomme, il se baigne dans la mer. Enfin, il ne glisse pas au-dessus de la mer, mais il est baigné dedans. Enfin, un peu d'ailleurs comme une flottaison blême. C'est ça, il est autant sous-marin, et il y a ici dans les images du texte une influence de Jules Verne, La Vermeille sous les mers. Bien sûr, c'est très net à plusieurs reprises. Oui, La Vermeille sous les mers a dû paraître pas très longtemps avant. Oui, peu de temps auparavant. Et nous avons donc à la fois un bateau qui est un sous-marin et qui est un avion. Et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et latescents, dévorant les azurs verts, où flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, où, teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent, sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. La navigation est une navigation qui doit rapporter l'amour, avec un grand A. Et si ce thème de l'amour, si ce chant de l'amour est noté dans le texte, c'est une évidence. Alors là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu transcendant, si vous permettez, parce que les rousseurs amères de l'amour sont plus fortes que l'alcool, ça oui, c'est pas encore une transcendance, mais plus vastes que nos lyres, c'est-à-dire plus vastes que la poésie elle-même. Oui, oui. La valeur suprême, chez Rimbaud, c'est l'amour. Il faut comprendre l'image dans tout son détail, où teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, donc les rousseurs amères de l'amour teintent la mer elle-même, teintent les bleuités. C'est ça. Mais il n'explique pas pourquoi. Pourquoi subitement, enfin, ce bateau est lancé dans la mer, et puis la mer bleue, tout à l'heure on disait qu'elle était verte. Oui. Il y avait des nous sommes dans le processus de métamorphose, nous sommes dans le processus de voyance. Progressivement, voilà, tout se défait et tout renaît. Au gré d'un arbitraire absolu. L'amour est né simplement du fait d'être lancé dans la mer. Du fait d'être libre. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Alors, il y a là un des vers les plus célèbres de Rimbaud, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Il y a une illumination, l'aube. L'aube. Et nous voyons bien ici combien le milieu n'est pas seulement le milieu liquide dans le bateau ivre. Or, il faudrait bien sûr prendre l'illumination aube et l'analyser à son tour. Nous le ferons la prochaine fois. Pour approcher cette image fondamentale chez Rimbaud.
l'aube a partie liée, en effet, avec l'eau claire, et l'eau claire dans un dynamisme vertical, dans un dynamisme d'appel vers les astres, vers le ciel. Qu'est-ce que ça a été imité ensuite ? Les grands poètes sont ceux qui créent des langages, finalement, des langages nouveaux. Je sais les cieux, je sais le soir. Enfin, il semble qu'on ait lu ça 1000 fois depuis. Oui. Rimbaud a une postérité nombreuse, avouée parfois, et d'autres fois inavouée. Alors, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il peut dire j'ai vu quelquefois ce que personne n'a vu. Bon, ça c'est le thème dans toute sa simplicité. Oui. Mais j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Ah ben non, c'est un bateau qui parle. C'est le bateau qui parle, bien sûr. Il atteste de la vérité du rêve. L'humanité a sans cesse rêvé. Ah, je comprends, oui. Et Rimbaud est là pour dire que ce rêve est licite. Et que la seule bonne part de l'homme est cette part de rêve. Mais alors ça met quand même... vraie part. Bien sûr, mais ça met quand même une précision très importante sur la notion de voyance que nous avons vu être au centre, parce que ce que le poète va voir, c'est pas à proprement parler ce qui n'a jamais été vu, c'est ce qui a déjà été entrevu. Entrevu, exactement. Et qu'il s'agit de revoir. Et d'en attester l'existence, en attester la vérité. Ça ressemble un peu à Nerval, parce que dans Aurélia aussi, Nerval nous dit que le rêve est une vérité, est un accès à la vérité, et que lors même qu'on est réveillé du rêve, il ne faut pas croire que ce qu'on a vu n'est rien. Bien sûr. Mais ce qu'on a vu, c'est précisément ce qu'il faut garder dorénavant en mémoire. Bien entendu. Et Rimbaud irait jusqu'à dire que c'est seulement le rêve qui est le réel. Quand on tombe du rêve, c'est qu'on tombe dans le culturel. C'est qu'on tombe dans l'opacité. Voyons donc dans la suite la succession des tableaux de ce que le voyant a vu ou revu. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baiser montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. Voilà une strophe magnifique, et où se lit une nouvelle métamorphose. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, donc une nuit de lumière, baiser montant aux yeux des mers avec lenteur. Toute l'opacité, toute l'obscurité des fonds marins est happée vers la surface et happée vers une métamorphose lumineuse. La nuit verte aux neiges éblouies, baiser montant aux yeux des mers avec lenteur. Et simultanément, vous avez aussitôt le délire qui apparaît, le délire de vie, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. Voilà le chant qui se mêle à la vision et l'éveil des cœurs, l'éveil de la voix, la nouvelle voix, le nouveau cœur humain est aussi un thème très important de la voyance, un élément de l'inconnu rapporté par Rimbaud. Avec ce vers absolument superbe, je crois que quand même la langue française a des ressources poétiques tout à fait de premier plan, extraordinaires. Songeons surtout que, comme c'est une langue dans laquelle les mots sont accentués sur la dernière syllabe, cela donne un relief tout particulier aux rimes, par différence avec certaines langues étrangères, même les plus proches de nous dans l'Europe. Et la circulation des sèves inouïes, c'est quelque chose de fabuleux. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, les sèves, ce sont les courants marins, finalement. Les courants marins, mais ce milieu est un milieu laiteux. La mer est lactescente. Vous parliez de la naissance de la mer tout à l'heure. Nous sommes ici dans un lait. C'est ça, mais les courants marins ne sont pas des simples courants liquides, ce sont des sèves. Des sèves. Et par conséquent, il y a une métaphore végétale, finalement. Il va y avoir quelque chose qui va germer au-dessus de ces sèves.
C'est cela. Et on peut penser aussi à l'orgasme qui est derrière. Le moment de l'éjaculation est un moment souvent célébré par Rimbaud comme un moment... Sans doute, mais dans le cas de l'orgasme, il n'y a pas de circulation des sèves. Enfin, je veux dire, c'est pas circulaire. C'est un mode. Non, alors que les courants marins, oui, bien sûr. Les courants font un cercle. Oui. Et reviennent. Oui. Il y a une éternité. Alors que dans l'orgasme, c'est quelque chose de ponctuel. Le mouvement circulatoire chez Rimbaud est un mouvement qui, le plus souvent, tend au jaillissement. Ah bon, mais pas ici, alors. On ne veut pas spécialement ici, mais nous trouvons des images de verticalité, d'horizontalité. Et à la strophe précédente, que pensez-vous de « J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets ». Je pense à un souvenir de Baudelaire. Horizon du soir. Harmonie du soir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Les longs figements violets sont pareils à des acteurs de drames très antiques. Qu'est-ce que c'est que ces acteurs ? Oh, il faut penser, je crois, à la poésie grecque qui a été saluée comme une poésie forte dans la lettre du voyant, et ici un salut à cette mère grecque. Qu'est-ce que c'est que des figements ? De longs figements violets ? Des traînées de lumière qui ont pris matière en quelque sorte. C'est ça, c'est pas le lait, mais c'est la crème. Oui. J'ai suivi des mois pleins, pareil aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris pussent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'hommes, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. Voilà encore une strophe où apparaissent ce que j'appellerais des êtres de rêverie de l'imaginaire rimbaldien. Vous avez en effet là des animaux, des panthères, dont les yeux se trouvent mêlés aux fleurs. Il y a une métamorphose constante de la fleur dans la poésie de Rimbaud, fleur qui se met à parler, qui se met à marcher, fleur qui regarde, et ici le croisement entre les fleurs et les yeux n'est donc pas gratuit. Quant aux arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux, une nouvelle fois nous voyons la liaison établie dans ce texte entre le ciel et la mer. L'arc-en-ciel marquant par ailleurs le pacte, le sceau de l'alliance, alliance entre le divin et l'humain. Et la poésie de Rimbaud est une poésie justement qui tend à montrer le divin dans le réel. Le seul réel étant un réel divin. Tout le reste n'étant que déformation humaine. Si vous rapprochez le terrestre et le divin, vous pouvez faire le rapprochement dans les deux sens. Dire que ce que l'on croyait être du divin, c'est en fait la coloration et la brillance mystérieuse de la Terre, enfin, comme aurait dit Nietzsche. Vous pouvez dire aussi l'inverse, c'est-à-dire que ce qu'on croit être simplement du terrestre et du matériel, c'est en fait aussi du divin. Et que le cosmos, il y aurait les deux habité. mouvements, je pense, chez Rimbaud. Alors, l'arc-en-ciel qui sert de bride au glauque troupeau, alors ça, on voit très bien, enfin, une image absolument splendide. L'image est précise. Comment ? Oui. L'image est précise. Oui, tout à fait, comme la bride descend des mains du conducteur jusqu'à la bouche du cheval. Là, l'arc-en-ciel descend des mains de je ne sais quel habitant du ciel et descend vers la bouche d'animaux qu'on ne voit pas, puisqu'ils sont marins, ils sont sous l'eau. Ce sont de glauques troupeaux. Oui, la mer est le troupeau du ciel, en quelque sorte. Ce sont peut-être... Est-ce que ce sont les noyés pensifs ? Les noyés pensifs habitent ainsi ramenés et traversent parfois cette étendue marine. Non, je ne pense pas. Je crois qu'ils sont là comme... Ce sont des dauphins, des comme baleines. des nœuds d'énergie négative, en quelque sorte, ces noyés. Et comme une annonce de la catastrophe finale. Là, ce sont plutôt des hippocampes ou des dauphins. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourris dans les joncs, tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants. Le léviathan, c'est un monstre marin. Un monstre marin, un monstre biblique,
On a fait un catalogue de toutes les sources du bateau ivre. Elles sont très nombreuses. On pourrait publier un opuscule sur tout ce que l'on a pu dénombrer. Tout ceci étant repris dans un mythe personnel. Alors ce Léviathan s'est échoué dans un marais où il pourrit dans les joncs et il fermente. Oui. Enfin, est-ce qu'il y a une signification particulière? Je pense plutôt ici au pittoresque, à l'image qui se veut pittoresque. Il ne faut pas oublier que le bateau ivre est aussi un poème de circonstance, un poème écrit pour être reçu dans les cénacles parisiens, et c'est l'école parnassienne qui, à ce moment-là, tient le haut du pavé, et Rimbaud maquille son texte, cherche le pittoresque. Ah bon, c'est pour faire exotique. Pour séduire, pour faire exotique, exactement. Mais vous dites qu'il l'a écrit pour être lu dans les salons parisiens, dans les cénacles parisiens. Oui. C'est pas tout à fait la même chose que les salons. Non, les cénacles, ce serait un terme plus juste, effectivement, que les salons. Parce que notre Arthur Rimbaud, qui a 17 ans, enfin, au moment du bateau ivre, il a quel âge? 71. Bah oui, 17 ans. 17 ans. Oui. C'est quand même quelque chose. Eh bien, c'est un petit provincial. Il habite Charleville. C'est un petit provincial. Qui est à la frontière belge. Mais qui a bien juré de réussir. De conquérir Paris. De conquérir Paris. Et d'être reconnu comme le grand poète de l'époque. L'a-t-il été? Lorsqu'il a lu le bateau ivre, il a été salué comme un jeune génie. Ah bon? Mais universellement ou non, par deux, trois amis? Un certain nombre de poètes parisiens et de poètes parisiens lancés. Lesquels? Entre autres Verlaine. Verlaine était plus âgé de lui de combien d'années? Verlaine a une dizaine d'années de plus que Rimbaud. Et Rimbaud est venu à Paris, effectivement, lire le bateau ivre devant un cénacle? C'est sur invitation de Verlaine. Rimbaud avait envoyé plusieurs poèmes à Verlaine, et Verlaine lui avait répondu en lui disant « Venez, chère grande dame, on vous espère, on vous attend ». Et Rimbaud est arrivé à Paris et a été accueilli, donc, et a vécu chez Verlaine pendant quelque temps. Et ceci peu de temps après l'écriture du bateau ivre ou longtemps après? Immédiatement après. Immédiatement après, la rédaction du bateau ivre est de l'été 71 et Rimbaud est à Paris en septembre 71. Et Verlaine avait déjà écrit La Bonne Chanson. Verlaine avait déjà écrit Les Fêtes galantes, les poèmes saturniens. Et La Bonne Chanson, puisqu'il fait allusion dans une lettre. Mais à quoi ressemblait la vie littéraire à ce moment-là? Malgré la Commune, malgré la guerre Oui, il y avait de toute façon des réunions de poètes à la Closerie des Lilas où on échangeait les textes, on s'échangeait les uns les autres les textes que l'on venait d'écrire. Et l'école qui était encore l'école majeure, c'était le Parnasse. Le Parnasse avec Théodore de Banville, par exemple. Parce que là, nous sommes émerveillés devant ces vers d'une agilité, d'une maîtrise étonnante sur le langage, sur le français, par un jeune homme de 17 ans. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, tout le monde écrivait un petit peu des vers. Enfin, oui, c'est sûr. Beaucoup plus à l'heure actuelle, ce serait faux de dire cela. Il y a pléiade de poètes à notre époque, peu connus, mal connus. Et il y a de nombreuses revues poétiques qui paraissent aussi à notre époque. Mais enfin, c'était peut-être plus reconnu socialement à l'époque que ça ne l'est maintenant. Par exemple, Rimbaud raconte dans Un cœur sous une soutane comment son héros, qui est probablement lui-même, encore collégien, est reçu dans... Tous les collégiens écrivaient des vers. Voilà, c'est ça. Est reçu dans une famille en province et personne ne trouve étonnant qu'à un moment, il sorte de sa poche un papier et se mette à lire le poème qu'il a fait dans l'étude de la veille. Oui. Mais on possédait mieux la langue. Je pense, oui, qu'il y avait un travail du français peut-être plus précis qu'à l'heure actuelle. Parce qu'on faisait du latin. On faisait beaucoup de latin. Rimbaud a traduit les poètes latins et était un très bon latiniste. Revenons donc au bateau ivre et essayons au moins de suivre la langue de Rimbaud, à défaut de la parler, et en expliquant ce que c'est que les bonasses. Des écroulements d'eau au milieu des bonasses. Ah, c'est les calmes. C'est ça, oui. Voilà, c'est au milieu d'un calme. Ce qui s'entremêle, ce sont des images d'eau immobile, d'eau croupissante, et de cataractes, d'écroulement d'eau. Subitement, il y a un calme serein sur la mer, et puis subitement, on voit ou on entend des écroulements d'eau. C'est cela, les gouffres cataractants. Oui, parce que la mer est ici comparée précisément à un grand fleuve,
Et sur les bords de la mer, il y aurait des cataractes comme les chutes du Niagara. C'est ça. Et on les entendrait. On a eu l'impression de quitter le fleuve précédemment. Or, nous sommes ici dans un décor qui rappelle le caractère fluvial de départ. Rimbaud ne connaissait pas la mer quand il a écrit Le bateau ivre. Il ne connaissait que les rivières ardennaises. Ah, mais ça c'est vrai, au fond, il n'avait jamais vu la mer. Il n'avait jamais vu la mer. Glacier, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouage hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants, dévorés des punaises, choient des arbres tordus, avec de noirs parfums. Ceci est typiquement dans le goût du Parnasse, dans la volonté de pittoresque. Oui, mais enfin, c'est aussi dans la droite ligne de tout ce qui a précédé. Oui. La seule chose, c'est qu'on n'est plus en plein milieu de la mer, là, on est quand même sur les rives. C'est cela, on est dans une sorte d'Amazonie tout d'un coup. Les serpents géants dévoraient les punaises, qui sont des insectes parasites, oui. Tombent des arbres, choix, c'est le troisième personne du pluriel, oui. Pour tomber, choix des arbres tordus, où ils étaient en train de se reposer, enfin on imagine, et en tombant de ces arbres, ils répandent de noirs parfums. Oui. Mais où est la mer là-dedans? Ah oui, échouage. Échouage, hideux. Au Donc, fond des le bateau golfes ivre. bruns. Ouais. Ces golfes qui sont teintés de noir dans le sonnet voyelle. Ah, noir, golfe d'ombre, écrit Rimbaud. Le golfe n'est pas un lieu exaltant. Le golfe est un lieu possible de croupissement et il y a certaines hantises qui habitent ces lieux dans la poésie de Rimbaud. Alors le bateau ivre s'est échoué. Il a connu des échouages. Voilà, et c'était hideux. Et c'était hideux. Parce que le grand plaisir, c'est dans la dérive, ouais. Dans les clapotements furieux. Bon, et glacier, pourquoi des glaciers ici? L'association entre glacier, soleil d'argent, flot nacreux et cieux de braise me paraît tout à fait intéressante. Le glacier, c'est l'eau claire devenue pierre, c'est l'eau claire tendant à devenir pierre précieuse, c'est-à-dire c'est un stade de l'ouranisation du milieu liquide, un stade du passage du milieu liquide au milieu du ciel. C'est peut-être la banquise aussi. Cela peut être la banquise, bien sûr. On retrouve flots nacreux, c'est-à-dire des flots donc moirés, des flots qui tendent à se minéraliser, des flots qui tendent eux aussi à devenir pierres précieuses. Et les cieux sont de braise. La jonction entre le soleil et la mer est une jonction qui est toujours délirante d'énergie chez Rimbaud. Dans le poème L'éternité, Rimbaud dit que l'éternité, c'est la mer aller avec le soleil. La mer aller avec le soleil. C'est la mer qui est partie, enfin comme les péninsules démarraient tout à l'heure. Cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les péninsules qui démarrent, mais la mer elle-même. C'est la mer tout entière. Qui va avec le soleil. Qui va avec le soleil. Flot nacreux, puisque nous avons vu tout à l'heure que la mer était lactescente, couleur de lait. C'est cela. Et cette blancheur qui est dans la mer se transforme peu à peu en moire, en nacre. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Il y a toute une tendresse de Rimbaud pour l'enfance, et c'est un thème très important. L'enfant est celui qui n'a pas encore été pleinement dénaturé par nos sociétés, et l'expérience de la voyance est mise sous le signe de l'enfance. Rire des enfants, discrétion des esclaves, écrit-il dans Matinée d'ivresse. Cela commença sous le rire des enfants, cela finira par eux. Et dans À une raison, la prière qui est faite à la raison est une prière faite par des enfants. Et nous reverrons les enfants à la fin du bateau ivre. Oui, l'enfant avec qui joue sur les flaques, mais n'anticipons pas. Et donc, ce bonheur qu'il ressent en voguant ivre sur la mer, il voudrait le faire partager aux enfants, qui sont ses frères d'ailleurs, puisque qui sont ses frères. Le bateau lui-même, si on reprend l'image de l'expulsion ou de la naissance, est un enfant, enfin, qui vient de découvrir le monde. Et Rimbaud est lui-même, encore une fois, un enfant à 17 ans. Il parle souvent de lui comme enfant, d'ailleurs, avec un peu de narcissisme. Un peu de narcissisme, et en même temps,
Cela rejoint le thème de l'innocence. Rimbaud se proclame innocent, innocent même du péché originel. C'est l'innocent parfait, radical. En cela, il est l'enfant absolu. Enfin, il s'émerveille lui-même d'être aussi génial, quand même. D'une certaine façon, il s'émerveille lui-même de sa nature tellement primitive. Voici maintenant un événement nouveau dans cette navigation du bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Voilà un moment d'immobilité, un moment bien surprenant dans cette navigation délirante. Or, que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, on a cette apparition de fleurs d'ombre, l'ombre qui tout à l'heure montait vers la mer pour se métamorphoser en lumière, cette ombre demeure ombre, c'est la fleur d'ombre aux ventouses jaunes, et voilà tout d'un coup l'esquif immobilisé, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Nous retrouvons dans le poème Mémoire, qui est un grand poème sur l'eau, ces fleurs jaunes qui importunent Rimbaud, au moment où Rimbaud se reconnaît sous la forme d'un canot immobile, d'un canot dont la chaîne plonge dans la boue du fond marin et reste entièrement paralysée. Mais où voyez-vous des chaînes, là? Ici, il n'y a pas de chaîne. Il y a simplement monté vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses, les ventouses jaunes, et je restais, ainsi qu'une femme à genoux. C'est la vase, alors, non? Une sorte de vase, oui. Enfin, c'est la fleur qui emprisonne. Tout d'un coup, le navire est captif. En tout cas, on a une confirmation de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Martyr lassé des pôles et des zones. Donc il était allé jusqu'au pôle. Oui. Le pôle est un lieu important chez Rimbaud. Il est souvent évoqué dans les Illuminations. Le pôle, c'est justement le lieu des glaces, et c'est aussi le lieu du soleil pourpre, et c'est le lieu de la force, le lieu de la vigueur. Mais pourquoi se compare-t-il à une femme? Je ne sais pas si ça correspond plus ou moins à l'idéologie du temps sur la femme et son sédentarisme face à l'homme nomade. La femme ne peut être qu'à genoux. La femme ne peut être qu'à genoux. La femme qui prie. Il y a un poème de Rimbaud en 1871, Les pauvres à l'église, où il évoque justement les femmes en prière. Les femmes prient, les hommes, eux, sont en ribote, dit-il. Oui, très beau poème, en effet. Presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Il y a un mot, Jean-Pierre Jousteau, que nous n'avons pas prononcé depuis le début, et pourtant il faut quand même le prononcer, c'est le mot de surréalisme. Est-ce que ces fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds ne rappellent pas un certain poème surréaliste? Cela peut rappeler... d'écriture automatique. Cela peut rappeler l'adjectivation surprenante chez les surréalistes, l'orange bleu des luards, ici les yeux blonds des oiseaux, bien sûr. Maintenant, ces oiseaux clabaudeurs c'est-à-dire qu'ils ont été reconnus, n'est-ce pas? Ils battent l'eau avec leurs ailes, enfin. On pense qu'il s'agit du mock-bird des Anglais. C'est un oiseau dont le cri, n'est-ce pas, ressemble à une moquerie. Et les oiseaux clabaudeurs seraient ces mouettes. Ah bon, c'est une image acoustique et non pas visuelle. Oui. Et presqu'île, c'est lui qui est une presqu'île ici? Le bateau devient lui-même presque une île. Nous avons vu tout à l'heure, les péninsules des marais, c'est toujours cette liaison entre la terre et l'eau, et l'absence de démarcation entre le milieu maritime et le milieu terrestre dans la poésie de Rimbaud. Et ballottant sur mes bords les querelles... Je dois dire pour les auditeurs que nous livrons une analyse un petit peu détaillée du texte de Rimbaud, à nos risques et périls. Il n'est pas sûr qu'on trouve des explications pour chaque mot, mais il est au moins tentant d'essayer de les trouver, plutôt que de passer rapidement. Alors, ballottant sur mes bords les querelles... c'est les querelles et les fientes d'oiseaux. C'est ça. Parce que ces oiseaux clabaudeurs se querellent. Oui, c'est toujours une image acoustique. Autour des bords du bateau. C'est cela. Un bateau qui s'englue progressivement. On avait vu tout à l'heure qu'il était lavé. Le voici maintenant qui se couvre de lichens, de déchets. Nous approchons de la catastrophe finale. Cette catastrophe finale, Jean-Pierre Jousteau, nous avons parlé trop longuement pour pouvoir la lire aujourd'hui, et nous allons donc nous arrêter là dans le poème. Mais justement, ça tombe bien, puisque nous arrivons ici à une rupture du poème. Après le grand départ vers le large,
il va y avoir les regrets et toute la seconde partie du poème qui commence par « Hors moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, etc. Hors moi, je regrette l'Europe aux anciens parapets » et nous le lirons la prochaine fois. Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes. 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleues et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts, où flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, où teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que vos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drame très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes, et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareil aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais, énormes nasses, où pourrit dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants. Glacier, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux,
au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient des punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyr lassé d'épaules et des aunes, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi, ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme, à genoux, presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. Et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir à reculons.